Eh bien, tu peux y aller. On te remercie de faire cette conférence sur les fractures de la tête radiale. C'est un sujet difficile parce qu'on ne sait pas s'il faut toutes les opérer, il ne faut pas en opérer certaines. S'il y a des places pour des prothèses, tu vas nous donner sans doute, nous éclaircir Alors, sur ce sujet. mer- merci Philippe de me l'avoir confié. Ce travail est issu d'une conférence d'enseignement qui date peut-être d'un peu parce que j'avais donné cette conférence à la Softcote et je pensais que c'était récemment, mais c'était quand même déjà en 2015 pour dire que le temps passe vite. Et en réalité, j'ai préféré garder le sujet tel qu'il était, qui était celui de la place de l'arthroplastie dans les fractures récentes de la tête radiale de l'adulte, qui permet de peut-être recentrer un petit peu le sujet, en sachant bien évidemment que de ce fait, je ne traiterai pas les types d'ostéosynthèse à faire, mais seulement peut-être de repositionner cette arthroplastie. Alors, si l'on regarde un tout petit peu, alors il faudrait que ça avance, voilà, regarde un petit peu ce joueur, c'est pas celui qui cet été a abandonné le tournoi, c'en est un autre, mais qui avait non seulement une entorse sévère de la cheville, mais également une fracture de la tête radiale. Et en réalité, tout le monde a vu l'entorse de la cheville, mais il s'est aussi plaint du coude et il avait une fracture de la tête radiale. Cette fracture de la tête radiale qui peut survenir, comme vous le voyez, dans le cadre de traumatismes sportifs. Et si l'on regarde un petit peu ces fractures de la tête radiale d'un point de vue épidémiologique, eh bien, on voit qu'elles se concentrent alors un tout petit peu différemment entre les hommes et les femmes, mais aux alentours, effectivement, de 40 à 50 ans. Traumatisme qui est l'un des plus fréquents du membre supérieur, puisqu'il représente 20% des fractures du coude. Et en principe, ou en général, on va dire, la conséquence d'un traumatisme indirect sur le coude qui est en extension et la main en pronation. 75% de ces fractures sont non déplacées. Alors, vous me direz que sur cette radio, qui a ses limites, on ne voit pas grand-chose. En réalité, on voit probablement une hémarthrose qui vous est montrée par la flash et cette fracture non déplacée de la tête radiale. Ici, c'est véritablement l'hémarthrose qui doit attirer l'œil. La fracture est peut-être pas très bien visible sur cette incidence et on verra que un certain nombre de compléments radiographiques peuvent être demandés pour diagnostiquer une fracture de la tête radiale en amont d'un éventuel scanner. 75% des fractures sont non déplacées et relèvent d'un traitement fonctionnel qui signifie donc une immobilisation à visée antalgique par une simple attelle coude au corps et une mobilisation précoce du coude sans immobilisation stricte. En revanche, les fractures déplacées, comme on peut le retrouver sur ce scanner, doivent être traitées dans l'objectif de restituer l'anatomie. La deuxième notion que l'on doit avoir en tête, sur laquelle on reviendra, c'est que ces fractures déplacées de la tête radiale sont rarement isolées et qu'elles s'associent dans 80% des cas à des lésions autres, qui sont des lésions soit osseuses qui n'intéressent pas la tête radiale, et dans cet exemple, il s'agissait de la coronoïde, ou des lésions ligamentaires. Alors, revenons un peu sur l'anatomie, la biomécanique. Ici, vous voyez que cette tête radiale n'est pas en fait une structure anatomique ronde, contrairement à la plupart des dessins de prothèses d'ailleurs que vous verrez plus tard, mais c'est une ellipse, avec donc forcément un grand diamètre et un petit diamètre. En position neutre, la tête radiale en général détend le ligament annulaire et permet donc de, comme on le voit sur cette image tirée du livre de Fabrice Dupart, permet d'identifier l'interligne radio-ulnaire proximale. En revanche, lorsqu'on est en supination complète ou en pronation complète, eh bien, le plus grand diamètre va mettre en tension, le plus grand diamètre de la tête radiale mettra en tension le ligament annulaire et va donc rendre cette interligne finalement peu visible. C'est une ellipse qui a une forme également conique et que l'on retrouve ici sur ces coupes anatomiques avec cette vascularisation qui est terminale. Conique parce que si on se met à la hauteur de la fovea, eh bien les diamètres de la tête radiale sont d'environ 18 mm, entre 18 et 19 mm. Mais lorsque l'on descend proche du col, c'est-à-dire à peu près 6 mm, 6 à 7 mm en dessous de la fovea, sous le plancher de la fovea, eh bien on atteint de 23 à 21 mm. La deuxième particularité, c'est donc cet aspect conique. La troisième particularité de la tête radiale, c'est cette contre-courbure qui prolonge la courbure pronatrice du radius et qui fait que eh bien, son axe est d'environ de 168 degrés, 170 degrés. Vous voyez que ce n'est pas dans l'alignement de la diaphyse radiale.
Alors, la tête radiale, d'un point de vue biomécanique, joue un rôle fondamental dans la stabilité, mais c'est un stabilisateur secondaire. On le voit ici sur ces travaux biomécaniques, et notamment sur la stabilité en valgus, où la stabilité en valgus de la tête radiale, lorsque le ligament collatéral médial est intact, vous voyez que, eh bien, elle est relativement modeste. C'est-à-dire que si le ligament collatéral médial est intact, finalement, une résection de la tête radiale entraîne peu d'instabilité en valgus. En revanche, dès l'instant que le ligament collatéral médial est incompétent, à ce moment-là, la tête radiale devient prépondérante et son atteinte, quelle qu'elle soit, l'atteinte de son intégrité entraîne une instabilité en valgus. C'est ce que l'on retrouve souvent dans les terribles triades lorsqu'il y a une atteinte du ligament collatéral médial concomitante à cette triade. Donc, cette stabilité en valgus, elle est importante, mais c'est un stabilisateur secondaire. Si maintenant on regarde ce que peut apporter un implant ou de tête radiale, on voit qu'il n'y a pas de différence entre les prothèses, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire des prothèses ici de différents modèles qui sont soit monoblocs, soit des prothèses bipolaires. Mais aucune n'arrive à reconstituer de manière fondamentale à l'identique d'une tête radiale intacte. La stabilité de la tête radiale est aussi fondamentale au regard de la stabilité frontale, c'est-à-dire au niveau du cadre antébrachial. Et l'on voit ici que l'on a différents modèles où l'on est venu endommager de manière plus ou moins importante la membrane interosseuse qui solidarise le cadre antébrachial. Et l'on voit que donc automatiquement, eh bien, la résection de la tête radiale entraîne cette ascension du radius de plusieurs millimètres en fonction de cette atteinte de la membrane interosseuse. La stabilité de la tête radiale, le rôle de la tête radiale est aussi important dans la stabilité postérolatérale. Et cette fois-ci, on va regarder le ligament collatéral latéral. C'est-à-dire que Jensen et ses collègues ont montré dans cet article du JSES que le ligament collatéral latéral est fondamental dans la stabilité postérolatérale, qu'il y ait ou pas d'ailleurs reconstruction de la tête radiale. Mais il est évident que la reconstruction de la tête radiale de manière isolée, qu'elle soit par une ostéosynthèse ou une prothèse, n'est pas suffisante pour restituer la stabilité postérolatérale du coude et qu'il faut donc y associer systématiquement une réparation du ligament collatéral latéral. Donc, réparer le ligament collatéral latéral est fondamental dans cette stabilité et celle-ci n'est pas assurée de manière complète par la tête radiale ostéosynthésée ou par son remplacement prothétique. Il est évident que la prothèse de tête radiale dans cette stabilité est meilleure que toute autre résection de tête radiale et on reviendra sur la notion de résection de tête radiale qu'il faut à mon avis extrêmement limiter à des indications très très précises en s'étant assuré bien évidemment que c'est une atteinte isolée de la tête radiale, ce qui, comme je l'ai dit en introduction, est rare, c'est-à-dire qu'il y a souvent des structures ligamentaires associées qui sont atteintes et que le remplacement isolé de la tête radiale, ce que je vous disais, ne permet pas de stabiliser le coude sans réparation du ligament collatéral latéral. Dans la stabilité postérolatérale intervient aussi un élément fondamental qui est le processus coronoïde. Et ici, donc, l'équipe de Schinberger ont développé différents modèles biomécaniques avec des implants voyez, de tête radiale monobloc ou des implants modulaires. Et ils ont développé différents modèles et ont montré notamment qu'une résection de la tête radiale, alors que les ligaments latéraux sont intacts, laisse un coude stable. Et c'est donc un cas extrêmement précis. Lorsqu'on y associe un défect de 30% de la coronoïde, si les ligaments latéraux sont encore intacts, et bien là encore, le coude est stable. Par contre, lorsqu'on fait une résection de tête radiale avec un défect de la coronoïde de 30%, ce qui peut correspondre à une fracture de type 2 de Moret, comme vous le voyez ici sur le schéma, et des ligaments latéraux qui sont intacts, eh bien, on induit une instabilité postérolatérale. Lorsqu'on va utiliser un implant monobloc pour restituer, on va dire, cette stabilité latérale, notamment pour reconstituer cette tête radiale, eh bien, on va acquérir avec l'implant monobloc une certaine stabilité qui est un peu différente dans leur modèle d'un implant bipolaire qui, là, laisse encore un coude instable avec une instabilité postérolatérale.
Lorsqu'on induit un modèle avec un défect de 50% la cornoïde, ligament collatéral latéral intact et prothèse de tête radiale monobloc ou bipolaire, et bien là, quel que soit ce que l'on utilise comme type d'implant, on aura une instabilité résiduelle postérolatérale. Donc, c'est dire l'importance également non seulement des ligaments collatéraux, mais aussi de la coronoïde dans la restitution de la stabilité postérolatéral du coude. Et donc, on voit bien l'association des différentes lésions qui peuvent induire une instabilité postérolatérale. Donc, en bref, la tête radiale est un stabilisateur secondaire en valgus. Deuxièmement, c'est un stabilisateur aussi du cadre antébrachial. Et donc, on voit bien le rapport avec l'atteinte ou non du ligament collatéral médial pour la stabilité en valgus et de la membrane interosseuse pour le cadre antébrachial. C'est aussi un stabilisateur postérolatéral. Et à ce moment-là, on voit bien le rapport avec le ligament collatéral latéral qu'il faut réparer et la coronoïde sur lequel on peut accepter un certain type de lésion, type 1 de Moret. Mais dès l'instant qu'il y a plus de 50% de la coronoïde atteinte, eh bien, cela ne suffira pas à restituer cette stabilité. Alors, quelles sont les caractéristiques cliniques? Et là, on rentre un peu plus dans ce que l'on peut rencontrer pour vous, jeunes internes ou jeunes chefs de clinique aux urgences. Eh bien, la plupart du temps, ce que rapporte le patient, c'est un traumatisme indirect avec, vous voyez, ce coude qui est en extension quasi complète et la main en pronation. Il peut y avoir de temps en temps un mécanisme de luxation autoréduite, parfois difficile à identifier dans ce que rapporte le patient, mais certains d'entre eux sont capables de dire « j'ai senti que ça se déboîtait et remboîtait avec leurs termes », donc une luxation autoréduite du coude. La question fondamentale que l'on doit se poser, parce que le diagnostic, bien évidemment, il va être confirmé par des éléments radiographiques, mais c'est de savoir s'il y a ou non une atteinte d'éléments autour de ce coude, qui sont premièrement l'atteinte du ligament collatéral médial, que l'on peut identifier, comme on le voit ici sur cette image, par une ecchymose du compartiment médial, ou s'il existe associé des douleurs au poignet qui peuvent témoigner d'une atteinte de la membrane interosseuse ou d'un syndrome des sexloprestis. Alors, l'équipe de Van Riet a montré que, vous voyez, la fracture isolée de la tête radiale, finalement, est rare, parce que dans quasiment 25% des cas, elle s'associe à des lésions autres que la tête radiale. Et en particulier, sur les fractures de Mason 3, on va revenir sur cette classification, c'est-à-dire des fractures déplacées de la tête radiale. Retenez pour l'instant fracture déplacée de la tête radiale. Et bien, dans un tiers des cas, il y a une atteinte associée du ligament collatéral latéral. Dans 3% des cas, une atteinte du collatéral médial et dans 22%, une atteinte des deux ligaments, comme on peut le voir ici sur ces images péropératoires. Alors, ça a été aussi confirmé par l'imagerie, cette fois-ci sur des patients qui ont eu des IRM après des fractures déplacées de la tête radiale, où l'on retrouve des proportions importantes d'un cas sur deux d'atteinte du ligament collatéral médial, du atteinte du ligament collatéral latéral, comme vous voyez, et d'atteinte des deux ligaments dans un cas sur deux. Donc, la fracture de la tête radiale, la première question que l'on doit se poser face à ce tableau clinique, c'est y a-t-il eu ou non une luxation associée? Deuxièmement, la présence d'une ecchymose médiale peut faire penser à la présence d'une atteinte du ligament collatéral médial associé. Et enfin, troisièmement, la douleur du poignet est suspecte d'une atteinte de la membrane interosseuse. Alors, quel bilan d'imagerie? Eh bien, comme souvent d'ailleurs, l'imagerie commence par une radiographie. Radiographie de face et de profil, comme on le voit ici, mais ce qui est intéressant, c'est de demander l'incidence de Greenspan, que l'on connaît aussi sous le nom d'incidence tête radiale, qui, vous voyez, va sur un patient sans finalement lui demander un quelconque mouvement, mais incliner les rayons de 45 degrés et va permettre cette vision d'un déroulé, on va dire, du col et de la tête radiale. Alors aujourd'hui, l'accessibilité au scanner est bien plus aisée que ce que cela a été par le passé. Cette acquisition de la tête radiale au scanner permet de parfaitement visualiser notamment la zone centrale qui est la fovea, qui peut être le lieu d'un enfoncement. Elle permet aussi de visualiser des lésions arrachement osseux associés. Je parle notamment de cette coronoïde que vous voyez ici. Et bien sûr, la reproductibilité du 3D a été prouvée en interobservateur en particulier. Donc, on demande en général des reconstructions 3D.
Alors, pour visualiser une éventuelle lésion de la membrane interosseuse, il y a deux moyens. D'abord, on peut demander une simple radiographie, mais vous voyez que c'est seulement dans 10% des cas, alors radiographie comparative, qui permet de voir cette dissociation radio-ulnaire distale et visualiser donc cette ascension finalement du radius par rapport à l'ulna. Alors, n'hésitez pas à demander un contrôle latéral parce qu'on peut retrouver de manière non pas physiologique, mais classique cette anomalie anatomique. Donc, si on a un doute, il faut demander le côté contralatéral. Si l'on veut visualiser de manière peut-être plus dynamique, et c'est ce qu'a proposé Marc Soubeyran, on peut demander une échographie. Alors, l'imagerie est rarement demandée en urgence, mais évidemment, c'est l'imagerie qui permettrait de voir cette interruption ici de la membrane interosseuse. Mais le signe de la hernie décrite par Marc Soubeyran est intéressant. En positionnant un échographe, vous voyez, du côté contralatéral, sur la face dorsale, sur un patient en pronation, et en poussant sur la masse des muscles antérieurs, on peut voir cette hernie au travers de la membrane interosseuse, de cette hernie musculaire témoignant par définition de la rupture. Alors, c'est ici quelque chose que l'on a visualisé sur cette échographe. Vous voyez que j'étais en train de faire une échographie en préopératoire et en imprimant des mouvements d'antéro-postérieur, on voit cette hernie apparaître, témoignant donc d'une probable rupture de la membrane interosseuse. Donc, en termes d'imagerie, retenez que la radiographie face et profil incidence tête radiale dite de Greenspan est toujours nécessaire. Le scanner est souvent intéressant et l'échographie parfois si on a un doute vis-à-vis d'une lésion de la membrane interosseuse. Alors, revenons maintenant sur les classifications on va dire, disponibles aujourd'hui pour évaluer les fractures de la tête radiale. Eh bien, il y a celle que l'on utilise tous les matins au staff, qui est la classification de Mason, qui donne 3 stades. Broberg et Moret ont rajouté un 4e stade. Le type 1, c'est une fracture, une fissure, entre guillemets, mais une fracture marginale, non déplacée, c'est-à-dire avec un déplacement inférieur à 2 mm. Fracture simple, peu déplacée. Le type 2 est une fracture marginale avec un déplacement, une séparation ou une impaction. Donc, c'est forcément un déplacement de plus de 2 mm. Le type 3, c'est une fracture déplacée, communitive, qui intéresse toute la tête radiale et, comme vous le voyez ici, qui va intéresser également la fracture du col de la tête radiale. Enfin, le type 4, c'est un type qui a été décrit plus tard, dans les années 80-87, qui associe également une instabilité du coude. Donc, c'est fracture de la tête radiale avec instabilité du coude. Alors, elle a un avantage, c'est qu'elle est simple. Elle est simple à retenir, elle est simple à utiliser. Elle a un inconvénient, c'est qu'elle a une faible reproductibilité intra-observateur et qu'elle ne permet pas on va dire par la simple description de la classification de Mason, décrire les lésions associées. C'est pour ça que la Mayo Clinic a proposé cette classification qui est, on va dire, peut-être moins populaire, mais qui utilise la classification de Mason en type 1, 2 et 3 et qui rajoute les lésions associées, quelle que soit la manière de les diagnostiquer. Donc, c'est intéressant parce que dans cette classification, on a à peu près toutes les possibilités de lésions associées. En l'associant donc au chiffre de Mason, un petit M pour l'atteinte du ligament collatéral médial, un L pour le ligament collatéral latéral, un D pour la dissociation du cadre antébrachial, C pour fracture de la coronoïde, O pour l'olecrade. Et donc, la Mayo Clinic a aussi proposé une attitude thérapeutique. Et à ce moment-là, vous voyez que lorsque c'est une indication opératoire, eh bien, on passe les lettres en majuscules et ça permet finalement de donner cette attitude thérapeutique avec un grand F pour fixation, X pour exérèse et P pour remplacement prothétique. Alors, par exemple, ici, ce patient que l'on a vu tout à l'heure, qui a une dissociation du cadre antébrachial sur la radio, qui a une fracture communitive d'un type 3 de la classification de Mason, une probable atteinte du ligament collatéral médial, eh bien, c'est un type 3, petit m, L, C, D, puisqu'il y a cette possible atteinte du ligament collatéral latéral, comme on le voyait ici, avec un petit arrachement osseux associé. Voilà, donc la classification de Mason est la plus simple. La Mayo Clinic a proposé une classification exhaustive, mais qui, il est vrai, est peu utilisée de manière commune. Alors, quel schéma thérapeutique face à une fracture de la tête radiale? Il est certain que l'objectif de tout traitement d'une fracture articulaire, c'est 1, assurer la stabilité,
puisque c'est une fracture articulaire, assurer une mobilisation précoce. Et c'est encore plus vrai pour les fractures du coude qui, vous le savez, ont une tendance à entraîner un enraidissement rapide. Alors, quel que soit le mode du traitement, il faut proposer, si c'est une ostéosynthèse stable. Donc, on ne peut pas se permettre de réaliser une ostéosynthèse instable. Donc, c'est le premier temps parce que l'ostéosynthèse, dès l'instant qu'elle est proposée, elle assure la réduction, mais également la mobilisation précoce. Si cette ostéosynthèse est instable, par définition, il faudra proposer une technique opératoire qui permettra la mobilisation précoce. Donc, il faudra assez rapidement proposer une arthroplastie de tête radiale. La résection arthroplastique, nous allions rapidement évincer le sujet car aujourd'hui, les indications de résection arthroplastique sont extrêmement rares. Il faut retenir qu'il n'y en a plus. Il n'y en a plus parce que si on n'est pas capable chirurgicalement d'assurer une ostéosynthèse stable, c'est que probablement cette fracture est communitive, type 3 de Mason, et que par définition, ou on va dire par expérience, elle est associée très probablement à des lésions qui ne sont pas ou peu diagnostiquées ou sous-diagnostiquées, qu'elles soient des instabilités du cadre antébrachial ou qu'elles soient associées à des lésions des ligaments collatéraux. Et par définition, donc, c'est une mauvaise indication de résection arthroplastique, sans quoi les risques de migration proximale du radius, vous voyez, ont été rapportés dans la littérature jusqu'à 50%, c'est-à-dire de créer, enfin, d'induire une ascension du radius, des déviations valgus dans 30% des cas et une arthrose radio-ulnaire dans un cas sur deux. Donc, il faut retenir qu'il n'y a pas d'indication de résection isolée de la tête radiale de manière générale ou de manière exceptionnelle lorsqu'on est sûr qu'il n'y a pas d'atteinte d'atteinte des ligaments collatéraux ou du cadre antébrachial. Donc, la question se pose finalement dans une fracture de type 3, c'est-à-dire complexe et déplacée, d'opposer une ostéosynthèse à une arthroplastie. Alors, il y a un sous-groupe que l'on n'a pas détaillé, mais sur lequel on va venir ici, qui est la fameuse terrible thyréa du Wood, qui, par définition, depuis Hotchkiss en 1996, associe une fracture de la tête radiale déplacée avec une luxation d'une fracture de la coronoïde et une atteinte des ligaments collatéraux-latéraux. Donc, c'est l'exemple ici typique d'une fracture de la tête radiale suite à une luxation postéro-latérale du coude qui a été réduite et une atteinte très probable des ligaments collatéraux, sachant que vous voyez qu'il y a une atteinte déjà radiographique de la coronoïde. Donc, la terrible triade du coude, par définition, c'est une fracture qui ne permet pas une résection de la tête radiale, bien que cela se voit encore, et malheureusement, parce que cela a été déjà rapporté dans la littérature avec de très mauvais résultats, une instabilité persistante, un coude qui reste instable, et donc cela ne permet pas cette situation de proposer une résection de la tête radiale. Donc, il faut bien sûr réduire le coude, assurer la stabilité de celui-ci par soit un remplacement prothétique si l'ostéosynthèse est instable, et une synthèse de la coronoïde lorsque l'on a un type 2 ou un type 3 de la coronoïde associé, comme on l'a vu en préambule, à une réparation du ligament collatéral latéral. Donc, on avait aussi rapporté nos résultats dans la littérature qui montraient bien la justification de réparer ce ligament collatéral latéral. C'était un article de Bruno Schemama qui a été publié à l'OTSR il y a maintenant, on va dire, une dizaine d'années. Donc, la terrible triade du coude, situation traumatique que l'on peut rencontrer en garde, eh bien, pensez qu'il n'y a pas de place à la résection de la tête radiale, qu'il faut absolument assurer une réparation de la coronoïde si celle-ci est de type 2 ou de type 3. Il faut assurer la stabilité de la colonne latérale par une ostéosynthèse stable de la tête radiale ou un remplacement prothétique si nécessaire. Et bien sûr, cela ne présuppose pas qu'il faut de toute manière assurer une réparation du ligament collatéral latéral. D'accord? Donc, c'est un exemple mauvais que je vais vous montrer ici. C'est toujours comme ça que l'on apprend. Vous voyez que le coude a été réduit avec une fracture de la chondroïde, une fracture de la tête radiale et bien sûr par une stabilisation isolée de la colonne externe par un remplacement isolé de la tête radiale. Donc, le patient a été opéré.
cette prothèse a été mise en place, peut-être critiquable dans sa pose, mais au moins le chirurgien était sûr que, puisque la stabilité de la tête radiale était reconstituée par cette prothèse, eh bien le coude allait aller bien. Vous vous doutez de la suite, c'est-à-dire cette instabilité récidivante. Dès l'instant que l'on n'assure pas, associé à le remplacement prothétique, la réparation du ligament collatéral latéral, eh bien, il y a une récidive de l'instabilité. Donc, pensez bien que il faut assurer la synthèse de la coronoïde, la synthèse de la tête radiale ou son remplacement prothétique, la réparation du ligament collatéral latéral. Puis, si le coude est instable, comme nous l'avait déjà appris Pierre par le passé, assurer une réparation du ligament collatéral médial. Et si le coude reste instable, associer tout ceci à un fixateur externe qui va maintenir le coude en place et protéger la réparation ligamentaire. Alors, la fracture de la tête radiale peut aussi survenir dans un autre contexte qui est cette fracture proximale de l'ulna associée à une luxation postérieure de la tête radiale qui peut s'apparenter à ce qu'on appelle une luxation transolécranienne. Alors, la première règle, c'est d'assurer une ostéosynthèse stable de l'ulna proximale. L'ostéosynthèse stable et rigide, je dirais, qui donc sous-entend qu'il n'y a pas de place ici par une ostéosynthèse par broche et haubanage, c'est forcément une ostéosynthèse par plaque. Une fois que vous avez assuré la stabilité de l'olécrane, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir assurer une réduction donc, de votre tête radiale et finalement l'ensemble du coude. Et là encore, pas de place pour la résection, mais soit une ostéosynthèse stable que vous pouvez faire par voie postérieure, soit éventuellement un contre-abord latéral pour réaliser un remplacement prothétique de la tête radiale. Alors, vous voyez qu'ici, certaines ostéosynthèses sont beaucoup trop précaires et en général, ne permettent pas d'assurer la stabilité pour mobiliser précocement le coude. Et donc, il vaut mieux proposer un remplacement prothétique pour assurer une mobilisation précoce. Et évidemment, lorsque la fracture survient chez les patients jeunes, bien que cela soit pour une part d'entre nous inquiétant de proposer une arthroplastie, eh bien, il vaut mieux un coude stable avec une prothèse de tête radiale qu'un coude instable avec une ostéosynthèse mal faite. Donc, en bref, suspecter qu'une fracture de type Mason 3 est associée forcément à des lésions qui ne sont pas uniquement celles de la fracture de tête radiale, que l'alternative à l'ostéosynthèse instable, c'est bien sûr l'arthroplastie de tête radiale, qu'elle est d'ailleurs préférable à une résection isolée de la tête radiale qui n'a plus de place aujourd'hui ou quasiment plus de place dans le cadre de ces fractures. Et que bien sûr, il faut traiter les lésions associées, en particulier dans les terribles triades du cou. Alors, que lorsqu'on a à mettre en place une fracture de tête radiale, il y a plusieurs trucs et astuces que l'on peut retenir. D'abord, il faut s'assurer, et c'est un exemple ici, vous voyez, de dissociation radio-linéaire distale, que la fracture n'est pas associée. Alors, c'est un peu ici fastidieux, mais on peut faire cette technique la technique de Soubeyran pour voir si on a une lésion de la membrane interosseuse. Avec donc le test de Soubeyran à l'échographie en préopératoire, c'est intéressant. Sinon, on peut réaliser effectivement cette radiographie du poignet qui peut montrer cette dissociation. Donc, première question, y a-t-il une membrane interosseuse? Vous verrez pourquoi. C'est intéressant de le savoir en préopératoire. La voie d'abord est en général soit une voie d'abord type de cochère qui passe donc assez postérieure, soit Kaplan qui est un peu plus antérieur avec le court l'extenseur radial du carpe et l'extenseur commun des doigts, mais qui permet d'exposer la tête radiale et le col de celle-ci. En général, vous voyez que pour avoir un certain jour sur la tête radiale, l'idéal, c'est de remonter le long de la palette humérale en ouvrant le brachioradialis, qui permet d'avoir une vue un peu plus haut et d'avoir un meilleur accès sur la tête radiale. Il ne faut pas hésiter à remonter le long de la colonne externe de l'humérus pour libérer donc ce brachioradialis. Et cela permet en général d'avoir D'abord, il faut bien sûr passer en avant et pas venir léser pour autant qu'il ne l'ait pas été le ligament collatéral latéral qui va, vous voyez, abandonner sa bande postérieure fondamentale qui va aller sur la facette latérale de l'olécrane. Et donc, il faut bien rester en avant pour ne pas léser dans l'abord le ligament collatéral latéral. Mais il est vrai que lorsqu'on a à remplacer cette tête radiale, c'est souvent une fracture de Mason 3 et que l'on peut retrouver ce ligament collatéral latéral lésé en paire opératoire.
Un autre élément qui permet d'être exhaustif sur l'éventuelle lésion de la membrane interosseuse associée, c'est le joystick test proposé par Marc Soubeyran, qui ensuite, vous voyez, attraper avec un davier la tête radiale et voir si on arrive à le dissocier, on va dire, de l'ulna en le sortant de l'abord. Alors, c'est très, on va dire, opérateur dépendant, mais cela permet de temps en temps d'évaluer cette dissociation du cadre antébrachial associé. Alors évidemment, quand on part sur un remplacement prothétique, en général, on fait l'exérèse des fragments et l'on va choisir son diamètre de tête. Alors encore une petite astuce, vous voyez qu'on a des gabarits dans cet implant-là. Lorsque vous avez une quelconque hésitation, il faut toujours choisir le diamètre de tête légèrement inférieur par rapport à celui que vous avez éventuellement choisi, ou lorsque vous êtes entre deux tailles, toujours choisir le diamètre inférieur. Pour le reste, pour ceux qui font de l'arthroplastie, ça reste quand même une arthroplastie extrêmement simple. Vous voyez qu'il y a en général une préparation du canal extrêmement simple. Mais la particularité de cette arthroplastie, c'est la hauteur que l'on va imposer à l'implant. Et il est souvent nécessaire de réaliser une recoupe de l'implant un tout petit peu plus bas que la fracture, puisqu'en général, la fracture intéresse la tête radiale, mais n'est pas toujours irradiée vers le col du radius. Et l'implant que l'on propose est un implant qui prend en compte le col du radius. Donc, en général, il faut réaliser une recoupe de quelques millimètres pour éviter ce que l'on va voir ici sur cette radiographie, qui est alors celui-ci est encore pas trop mal, mais qui serait un implant qui serait perché, c'est-à-dire qui va mettre en contrainte de manière trop importante le compartiment latéral. Alors, les essais en pair opérateur permettent de vous aider, mais évidemment, lorsque vous avez une dissociation du cadre antébrachial, eh bien, ces essais peuvent être perturbés par le fait que, eh bien, il y a une ascension permanente du radius qui va avoir tendance à fermer cet espace, cette interligne huméro-radial. Mais en général, un implant bien posé, entre guillemets, permet ici à une spatule de passer entre le condyle externe et l'implant. Il faut avoir l'épaisseur de la spatule. Ou encore, sur ce contrôle fluoroscopique, en tout cas que je vous recommande de faire, il faut bien visualiser ici l'interligne huméro-unaire qui doit parfaitement être symétrique, car un implant qui serait, on va dire, overstuffé, c'est-à-dire un implant qui serait trop haut, va entraîner forcément une ouverture ici trop importante du compartiment latéral de l'interligne huméro-unaire et qui prouve donc que cette hypertension dans le compartiment latéral. Alors, lorsqu'on a un diagnostic préopératoire d'une lésion de la membrane interosseuse, alors certaines techniques opératoires consistent à mettre des endoboutons pour, on va dire, recréer cette association. Mais je crois que ce qui est plus simple à faire, c'est d'éventuellement proposer un brochage radio-ulnaire distal à la bonne hauteur, on va dire, qui va bien sûr bloquer la pronosupination quelque temps, mais qui permettra d'éviter, en tout cas, cette ascension du radius, te permet de régler la hauteur de la tête radiale et qui va permettre de protéger la cicatrisation de la membrane interosseuse. Le but, bien sûr, quel que soit le type de prise en charge, et encore, j'élargis la discussion entre arthroplastie ou ostéosynthèse stable, c'est de proposer une mobilisation précoce, protégée certes, mais précoce, en flexion-extension en particulier. Donc, quelques règles pour la prothèse de tête radiale. Le choix doit être adéquat de la taille de l'implant et toujours tendance à sous-dimensionner. Il faut bien apprécier la hauteur de l'implant pour éviter cette hypertension du compartiment latéral, cet overstuffing qui peut entraîner des érosions du condyle externe. Et bien sûr, toujours et encore, traiter les lésions associées. Il ne suffit pas de traiter l'os, il faut traiter également les ligaments collatéraux. Alors que quelques résultats, ici, il doit y avoir quelque part la série qu'on avait publiée avec Carole Avena, voilà, qui avait publié 14 implants, 60 à 80% de résultats satisfaisants. Vous voyez que c'est loin d'être du 100%. Et quelques séries rapportent un taux de révision un peu important, ici 30%, mais il s'agissait de séries un peu anciennes, et en particulier lorsque les implants étaient en silastique, là où il y avait des risques de siliconite avec des implants qui étaient là
effectivement, et qui étaient proposés initialement comme des implants temporaires de spacer pour assurer une première stabilité du coude en parallèle d'une cicatrisation qui se faisait. Donc, les implants devaient être théoriquement retirés, mais certains ont été laissés en place et donc ont été révisés. La SOFEC, en 2014, avait revu dans une série multicentrique plus de 300 cas, un taux de révision à 8%, ce qui n'est pas très important par rapport à la littérature. La révision pouvait être la conséquence soit d'un décèlement aseptique, et c'est un problème que l'on rencontre fréquemment, et Pierre Lemonnery a beaucoup travaillé sur le sujet, qui est lié probablement au design des implants. En général, les patients, lorsqu'ils sont le plus souvent, les décèlements aseptiques sont asymptomatiques, comme vous le voyez en bas. Et ce patient, je le suis, c'est très marrant, je l'ai encore vu l'année dernière, et il est à 12 ans d'un implant que j'avais positionné quand j'étais chef de clinique, qui est totalement décellé, mais qui assure, comme vous le voyez, qui a à peu près les mêmes mobilités. C'est un agriculteur qui travaille manuellement avec un implant décellé, mais à l'époque, j'avais réparé les ligaments collatéraux médiaux et latéraux, et son implant, bien que décellé, n'entraîne aucune conséquence. Il est totalement asymptomatique. Mais lorsqu'ils sont symptomatiques, les patients décrivent des douleurs irradiées de l'avant-bras, comme l'a bien rapporté dans le JSES Audrey Stoll, et c'est des douleurs qui vont jusqu'au poignet, et avec un implant, bien sûr, radiographiquement, comme on le voit, qui peut basculer ou qui peut créer une chambre de Lise autour de la tige. Les décèlements aseptiques sont bien sûr par définition, puisque c'est des implants non scellés, sur certains implants avec des chambres de Lise par stress shielding, c'est des implants qu'on appelle loose stem, c'est-à-dire des implants qui sont non scellés. C'est des implants très particuliers, donc qui sont vraiment positionnés sans scellement, mais la plupart du temps, c'est lié à probablement une imperfection du dessin des implants, mais pour l'instant, on n'a pas encore véritablement la réponse. Ils sont traités généralement par des ablations simples de l'implant, sauf s'il y a une instabilité résiduelle, et peut-être qu'il faudrait alors à ce moment-là proposer une reprise de l'implant et une réimplantation prothétique, c'est-à-dire un changement. Alors, l'instabilité résiduelle du coude, il semble que les implants monoblocs soient un peu supérieurs aux implants bipolaires, c'est-à-dire des implants avec cette mobilité axiale. Mais le plus souvent, l'instabilité résiduelle du coude, elle est à conséquence d'une absence ou d'une incompétence des ligaments collatéraux, ou en tout cas des lésions associées au moment de la chirurgie. Quelques cas, vous le voyez ici, d'overstuffing. On voit très très bien sur cette radio que le compartiment, en tout cas la lèvre latérale sur l'interligne huméro-ulnaire est bien trop ouverte, ce qui témoigne donc d'un implant bien trop perché, et qui donc entraîne des douleurs et une raideur du coude, ce d'autant qu'il existe une lésion de la membrane interosseuse. En général, cela entraîne, comme on le voit sur cette radio, des érosions très sévères du condyle externe, qui peuvent nous amener à enlever l'implant, comme on peut le voir sur cette image péropératoire. Alors, en bref, le décèlement peut être aseptique, mais c'est une des complications des implants. L'instabilité, la plupart du temps, la conséquence d'une insuffisance de traitement des lésions associées. Et il faut prendre garde à cette hypertension du compartiment externe liée à une mauvaise position de l'implant, mais également parfois à des lésions de la membrane interosseuse qui n'ont pas cicatrisé et en général qui sont traitées par des résections arthroplastiques. Donc, en conclusion, dans les fractures complexes de type Mason 3, ou bien l'on a accès à une ostéosynthèse stable dont on est content en péropératoire, et c'est tout à fait indiqué, quel que soit l'âge, le sexe, les conditions. Mais si l'ostéosynthèse est instable, il faut avoir recours à une arthroplastie. Cette arthroplastie, elle sera toujours mieux qu'une résection arthroplastique pour laquelle il faut retenir qu'il n'y a plus d'indication de résection arthroplastique pour éviter toute erreur, qui sont liées notamment à l'absence de lésions associées, l'absence du traitement des lésions associées, dont l'inventaire doit être rigoureux et qui doit être systématiquement traité. Donc, le positionnement d'un implant, lorsqu'on a recours à un implant, pose deux problèmes. C'est la taille du diamètre de tête, et il faut toujours avoir tendance à sous-dimensionner, mais aussi c'est la hauteur prothétique, et là, on peut s'aider de la fluoroscopie, éventuellement péropératoire, qui peut nous aider justement à éviter cette hypertension du compartiment latéral. Aujourd'hui, je n'ai pas discuté, bien sûr, de certains implants on va dire, d'anciennes générations qui ont des implants en silicone. Peut-être qu'il y a encore certains sur le marché qui sont des implants qui ont une certaine incompétence biomécanique, mais qui ont été proposés au départ vraiment comme espaceurs
et pour maintenir cette stabilité secondaire du coude, permettant la cicatrisation des structures associées qui avaient été réparées. Ces implants en silicone, aujourd'hui, sont peu ou pas disponibles, mais en tout cas, ils ont été utilisés encore jusqu'en 2010, hein, puisque j'en avais croisé quelques-uns dans mon activité. Voilà ce que je voulais vous raconter sur les fractures de la tête radiale. Bravo, Merci. quelle Merci superbe beaucoup. conférence. Je donne la parole à Pierre Mansat qui va être le chairman et qui va diriger la discussion. Et je vous rappelle que pour poser des questions, vous ouvrez votre micro et encore mieux, votre caméra si vous êtes visible. Tout est dit. Je remercie Nicolas pour cette conférence qui est très complète, hein, et c'est l'avantage d'avoir fait la conférence d'enseignement, puisqu'il est allé de l'anatomie à la biomécanique pour aborder le diagnostic et le traitement, et on comprend à travers cette présentation toute l'importance de la tête radiale dans la stabilité du coude. Il est vrai que l'on a pu réaliser de manière peut-être excessive des résections de tête radiale parce qu'on finalement on ne comprenait pas ou on ne savait pas comment diagnostiquer les lésions associées. Et Nicolas a bien montré l'importance de ce diagnostic pour justement éviter les instabilités secondaires. Et en effet, les instabilités chroniques sont très, très difficiles à prendre en charge et finalement, tout se joue en urgence. L'importance du diagnostic, de manière simple, il a bien démontré. Vous avez vu, ne serait-ce que sur le plan radiographique, on a l'habitude de faire des radios de face et de profil, et il y a une incidence très simple qui doit être réalisée, ou en tout cas demandée en urgence, c'est l'incidence de 3/4, hein, qui permet de dérouler la tête radiale et de voir parfaitement l'intégrité ou non de la cupule radiale. Et ça, c'est un examen simple qui n'est pas forcément réalisé, que ce soit en urgence ou pour le suivi de ces fractures de tête radiale. Je crois qu'il faut bien le retenir. Après, bien sûr, on a accès à des examens complémentaires plus spécifiques comme le scanner, mais la simple radio est importante. Après, les indications, il faut bien les connaître, et les points techniques ont bien été rappelés pour les prothèses. Est-ce que vous avez des questions à poser à Nicolas Bonnevial? Moi, j'ai une question. Il semble donc, au vu de cela, qu'il y a de plus en plus d'indications de prothèses et qu'il y a de moins en moins de prothèses disponibles. Est-ce que c'est vrai et pourquoi? Alors, en effet, on est même ennuyé actuellement pour se fournir en prothèse de tête radiale. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de plus en plus d'indications. Je dirais en tout cas, c'est une alternative à considérer à tout âge, y compris, et encore plus, je pense, chez les patients jeunes, dans le cadre de fractures complexes de la tête radiale. Il y a un certain nombre de systèmes d'ostéosynthèse, notamment des plaques vraiment dédiées à la tête radiale, qui peuvent être une alternative assez fiable pour assurer une ostéosynthèse stable, mais qui posent quand même malgré tout quelques problèmes, notamment parce qu'elles sont certes dédiées, mais elles restent quand même un tout petit peu épaisses, et elles ne sont pas forcément très faciles à positionner. Je n'ai pas développé dans cette conférence l'ostéosynthèse à proprement parler, mais tout le monde sait, hein, qu'il y a ce qu'on appelle et peut-être pas, mais je le rappelle, une safe zone, c'est-à-dire une zone pour laquelle il n'y aura pas de conflit entre la plaque et n'importe quel matériel, que ce soit des vis également, et l'interligne radulaire proximale. Mais pour autant, je dirais qu'il y a des ostéosynthèses qui sont fiables. Donc, je ne sais pas s'il y a plus d'indications de prothèses, mais en tout cas, si les ostéosynthèses ne sont pas parfaitement fiables, la prothèse, elle, est une alternative à considérer. Quant à la disponibilité des arthroplasties sur le marché, Pierre va peut-être relever cette question. C'est vrai qu'on en a de moins en moins, et je ne sais pas pourquoi, mais Pierre peut-être va l'expliquer. Alors, on en a de moins en moins, d'une part parce que les sociétés se rachètent. Donc, en rachetant des différentes sociétés, en fait, on rachète plusieurs prothèses de tête radiale, et puis finalement, on en sacrifie 2 ou 3 pour n'en garder qu'une. Ça, c'est le premier point. L'exemple typique, c'est Stryker qui a racheté SBI, qui avait une prothèse de tête radiale, qu'il a arrêté, qui a acheté Tornier,
qui avait 2 ou 3 prothèses de tête radiale et qui en a arrêté 2, et qui a racheté Wright, qui a aussi une prothèse de tête radiale. Donc ça, c'est le premier point. C'est-à-dire qu'il y a un monopole d'une ou 2 ou 3 sociétés sur les prothèses de tête radiale. Deuxième point, c'est la recertification des implants qui doit se faire tous les 4-5 ans, qui est excessivement coûteuse pour les laboratoires. La tête radiale, finalement, étant une niche, je dirais, économique pour ces grosses sociétés, certaines arrêtent la production, le développement de ces prothèses parce que finalement, ils ne sont pas gagnants entre le prix de la certification et le prix et le nombre de poses. Donc, ça pose un très grand problème. Nicolas l'a soulevé, c'est qu'actuellement, au CHU de Toulouse, la prothèse que l'on mettait appartenait à la société Aston qui a déposé le bilan, donc plus de prothèses, et que les autres sociétés, notamment Stryker, étaient en rupture de stock sur ces prothèses. Donc, on n'a plus de prothèses de tête radiale, ce qui est quand même assez problématique quand on est un trauma center et au vu de ce qu'a expliqué Nicolas sur l'importance de la stabilisation du coude, quoi. Donc, voilà les différentes causes, je dirais, de diminution du nombre de prothèses et de la crise actuelle. Bien voilà, c'est important ça. Et j'avais une autre question. Chez les enfants, ça peut aussi entraîner un trouble de croissance ensuite, si on a fait une résection de tête radiale. Il y a des indications de prothèses chez les enfants? Alors, j'avoue que je n'aurai pas de réponse à cette question parce que ma spécialité me limite quand même à l'adulte. Je pense qu'il n'y a aucune indication à une résection de tête radiale chez l'enfant, encore moins, évidemment. Alors, souvent, les fractures de l'enfant sont des décollements épiphysaires, il me semble. Et j'avais en tout cas ma petite expérience de passage en pédiatrie, on arrivait à quand même à les réduire avec des techniques de météso, notamment en faisant pivoter la tête radiale et réduire. Mais évidemment, je pense qu'il ne faut absolument pas réduire, il ne faut pas réséquer une tête radiale chez l'enfant. De toute manière, c'est des décollements épiphysaires qui même, on va dire, s'il y a un trouble de la croissance secondaire, à mon avis, ces têtes radiales doivent être restées en place. Hein. Aucune notion que l'on puisse le réséquer. Tu as raison, oui, la complication chez l'enfant, c'est le calvicieux de la tête radiale. On ne les résèque pas, mais c'est vrai que ces calvicieux peuvent entraîner à l'adolescence, voire à l'âge adulte, et là, les pédiatres ne les voient plus, c'est nous qui les voyons, des raideurs du coude, et en fait, notamment de la pronosupination. Et c'est là qu'on peut éventuellement discuter, en effet, une résection de tête radiale, mais en effet, au dépend d'une déstabilisation du coude, même en chronique. La complication la plus fréquente, c'est le cubitus valgus, avec progressivement un valgus qui va s'aggraver, voire une décompensation au niveau du poignet s'il y avait une atteinte au niveau de la membrane interosseuse. J'ai encore une question, moi. Est-ce qu'on peut avoir une lésion du nerf radial dans ce type de fracture avant l'opération ou même après l'opération? Alors, je dirais qu'avant l'opération, tout a dû être rapporté dans la littérature et je ne vois pas pourquoi ce type de situation ne serait pas arrivé. Mais après l'opération, par contre, c'est bien plus rapporté car effectivement, dans l'abord chirurgical, il y a la branche motrice passe dans le supinateur. Donc, quand on descend sous le col, effectivement, il faut faire un petit peu attention. Le fait de mettre le coude en pronation, en général, permet de l'éloigner un peu. Et si l'on met un contre-coudé, là aussi, hein, il ne faut pas descendre trop bas. Mais enfin, oui, c'est rapporté dans la borne chirurgicale. C'est aussi rapporté, ça doit être rapporté en préopératoire. Mais enfin, je pense que c'est des histoires de chasse pour le préopératoire. Pour le post-opératoire, effectivement, c'est un des dangers de la porte. Après, j'ai une dernière question. Tu nous as montré quelqu'un que tu rééduquais avec une attelle, qui rééduquait essentiellement la flexion-extension. Et moi, j'avais l'impression que la tête radiale, ça travaillait beaucoup en pronosupination. Il ne faut pas trop la rééduquer vite, la pronosupination? Alors, en effet, non, je pense qu'on peut la rééduquer assez rapidement également. Il faut, en fait, encore une fois, je reviens sur le fait qu'il y a des lésions associées et que notamment elles peuvent être potentiellement avoir été réparées. Donc, il faut guider bien sûr la cicatrisation ligamentaire qui est
finalement, comme on l'a vu, la tête radiale, c'est encore une fois un stabilisateur secondaire. Donc, il faut absolument que les stabilisateurs primaires cicatrisent. Et donc, c'est en ce sens que la flexion-extension est guidée dans cette attelle-là. Si on a une prothèse, on n'a pas de raison de ne pas proposer la pronosupination. Mais si on a réparé, par exemple, un ligament collatéral latéral, on peut aussi, et sur un coude instable qui reste, on va dire, avec une stabilité précaire, il n'est pas rare non plus qu'on mette l'avant-bras en pronation, justement pour détendre un petit peu le ligament collatéral, assurer le verrouillage du compartiment latéral et laisser le ligament collatéral latéral qui a été réparé cicatriser dans cette position-là. Alors, je n'ai plus de questions, je laisse la parole, j'ai un peu monopolisé. Je vous rappelle, on ouvre le micro et on parle. Oui, et Nicolas, est-ce qu'il n'est pas temps de déplacer un petit peu, de changer cette classification de Mason qui date de 1954. En 1954, moi, je commençais à aller à l'école maternelle. D'autant que le Mason 3, qui est donc une épiphysaire complète, est-ce qu'on ne pourrait pas y donner une notion de reconstructible, non reconstructible, c'est-à-dire induire au sein de la classification un item d'ostéosynthèse, puisqu'en fait, la Mason 3, donc l'épiphysaire complète, elle relève d'une arthroplastie si on est incapable si manifestement on n'est pas capable de la reconstruire, parce que ça, la meilleure des prothèses, ça reste la tête radiale elle-même, si on peut la conserver. Si, à mon avis, oui. Alors, par contre, je me souviens avoir… tu avais relevé cette particularité quand j'avais préparé la conférence. J'ai de la constance. Je vois ça, tu y reviens. Mais ça m'a paru assez difficile parce que finalement, comment en préopératoire prédire si l'on va pouvoir reconstruire ou pas? Il y a deux limites. Ouais. C'est le chirurgien lui-même, parce qu'il faut être honnête avec soi-même de temps en temps. Si on a de la difficulté très personnelle à refaire la synthèse, encore il n'y a pas longtemps, je suis descendu au bloc un week-end pour donner un coup de main. Bon, on a mis la tête radiale sur la table, on l'a reconstruit sur la table, et on l'a monté sur la plaque et on est venu la fixer. Bon, par définition, la dévascularisation est complète, mais je me suis dit que probablement, même si elle allait un petit peu nécroser, etc., on y reviendrait secondairement. Bon, bref. Mais ce que je veux dire, c'est que comment j'aurais pu prédire en préopératoire que je n'étais pas capable de la reconstruire sur le patient, aujourd'hui, je ne vois pas comment aborder le problème. Mais en effet, en dehors de la description, ça me paraît effectivement une classification qui est limitée dans ce qu'elle nous apporte. C'est du purement descriptif et elle ne permet pas d'aboutir derrière à un schéma thérapeutique clair, si ce n'est de dire que à partir de que la 2 et la 3 doivent être ostéosynthésées parce que déplacées, mais au milieu de la 3, on ne sait pas laquelle va être ostéosynthésée et prothésée. Et donc, je crois que la limite, elle est difficile à déterminer parce qu'elle est souvent péropératoire, elle est opérateur dépendant et j'avoue que je ne voyais pas comment pouvoir la remanier. Mais peut-être que quelqu'un aura une idée dans cet auditoire. Est-ce que tu as fait beaucoup d'échographies en urgence sur cette pathologie du coude? Est-ce que tu as fait des échographies pour bilanter un petit peu les lésions? Alors non, moi directement non, mais je crois que Pierre Lemonori, quand il était ici avec Hugo Barré, on travaillait sur le dépistage après fracture de la tête radiale des lésions du ligament collatéral médial, si je me souviens bien. Si Hugo est là ou Pierre doit avoir les réponses en tête, je ne sais plus quel était le pourcentage. Et ils ont fait des échographies, oui, ils ont fait faire des échographies. Et justement, sur les lésions ligamentaires, là, ce fameux collatéral médial, qu'est-ce qu'on trouve comme lésion? Un pataquès, on peut vraiment le suturer, il est rompu comment? Alors, je pensais que Pierre allait répondre parce que je n'ai plus la réponse de l'article sur l'échographie en tête. Non, en général, le ligament collatéral médial, oui, on arrive quand même à une suture. Alors, je dirais qu'il est difficile souvent, il est associé à une lésion des muscles épicondyliens médiaux ou épicondyliens latéraux. Et en réalité, on prend un petit peu l'ensemble en masse pour le réinsérer sur l'épicondyle latéral ou médial respectivement. La seule particularité, c'est les fractures de la facette médiale de la coronoïde sur lequel vient s'insérer
une partie du ligament collatéral médial. Et ces fractures-là, il faut les synthéser parce que généralement, l'incompétence vient vraiment de cette insertion distale. Voilà, donc on peut avoir des cas d'ostéosynthèse à minima de la facette médiale qui induit une incompétence du ligament par arrachement, on va dire, par lésion fracturaire à son insertion distale. Moi, j'ai une question du professeur Belbachir qui demande quel est le protocole dans le traitement fonctionnel dans le type Mason 1? Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait un protocole officiel et publié, mais je vais donner celui que j'applique. En général, les patients sont dans une attelle coude-corps, puisque j'estime que c'est une fracture non déplacée, a priori isolée, c'est-à-dire qui ne s'associe pas à des lésions collatérales, des ligaments collatéraux. Donc, attelle coude-corps, c'est-à-dire du jarrier, hein, pour être simple, à visée antalgique. À titre personnel, peut-être c'est une erreur, mais je ne fais pas de ponction intra-articulaire qui souvent, en vidant l'hémarthrose, soulage significativement les patients. Mais par contre, cette attelle, par l'immobilisation, les soulage. Et puis, je leur demande, en auto-rééducation, de réaliser très rapidement des mouvements de flexion-extension et coude posé, des mouvements de pronosupination en fonction de la douleur. Mais ça, d'emblée. Et au rythme de, c'est complètement, on va dire, arbitraire, au rythme de 5 minutes, 5 fois par jour. Et je les revois à 3 semaines avec un contrôle radiographique qui, en général, je n'ai pas eu de déboire, me montre que la fracture ne s'est pas déplacée, puisque c'est des fractures qui, finalement, c'est des fractures en foncement, elles sont assez stables hein, par expérience. Le coude reste encore un petit peu raide, mais à ce moment-là, je leur demande de retirer complètement l'attelle et cette fois-ci, de réintégrer le coude dans le schéma corporel avec encore des exercices d'auto-rééducation. Et si à 6 semaines, ils ont de la raideur résiduelle, ce qui en général est minime, il leur manque 10 à 20 degrés d'extension, à ce moment-là, je les envoie chez le kiné, mais vous voyez que la plupart de la rééducation, c'est de l'auto-rééducation. C'est un protocole personnel, je n'ai pas publié, c'est juste ce que je demande à mes patients. Monsieur Bonnevial, juste pour répondre à votre question sur les travaux qu'on avait fait avec Pierre Lemonnery, effectivement, on avait réalisé des échographies dans les traumas aigus du coude qui incluaient simplement des traumatismes avec fracture de la tête radiale ou des fractures de luxation. On avait fait deux travaux. Le premier, c'était de savoir si le chirurgien lui-même pouvait faire une échographie, pouvait dépister des éventuelles lésions. Et on avait montré qu'effectivement, c'était possible en aigu de dépister des lésions. Alors, sans réussir à les caractériser exactement. Mais la deuxième chose, c'était l'équipe du professeur Faruche au CHU de Toulouse qui, effectivement, a fait toute une série d'échographies sur des traumas fermés du coude et qui a montré qu'il y avait des lésions et beaucoup de lésions associées qui dépistaient également des fractures occultes de la tête radiale qui étaient non vues à la radio. Donc, on a juste démontré ça. On n'est jamais allé plus loin sur la prise en charge thérapeutique. C'est effectivement ce qui reste à faire par la suite. Merci Hugo. Très bien. Très bien, très bien. Et je me rappelle toujours de ce que nous disait Paul Bonnevial, hein, c'est que la fracture est toujours plus complexe quand on ouvre que sur les radiographies. Donc, pour revenir à la classification de Mason, c'est vrai que ça peut être faussement rassurant et c'est difficile, comme le dit Nicolas, de connaître la reconstructibilité ou la possibilité de fixation en préopératoire. Alors peut-être qu'on pourrait affiner en faisant un scanner de manière systématique, ce que l'on fait le plus souvent, qui pourrait donner plus d'éléments, mais c'est vrai que c'est souvent plus complexe et on sait que quand on a une fracture aussi complexe, on doit avoir la prothèse de tête radiale en salle au cas où on ne pourrait pas la fixer, quoi. Très bien, pas d'autres questions? Certains? Pas d'autres questions? On arrête là? Eh bien, on vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci Pierre, merci Nicolas. C'était vraiment très clair, très bien, vraiment très, très belle conférence. Merci beaucoup. J'ai vu aussi que tu nous as parlé de l'évolution dans le temps. Je pense qu'en 2015, quand tu l'as présenté, tu n'avais pas de lunettes. C'est la première fois que je te vois avec des lunettes. Dans 20 ans, je te verrai avec la canne. Allez sur cette grande bienvenue au club. Mais ça te va très bien, les lunettes. Ça te va très bien. Merci. Allez, au revoir. Allez, bonne journée. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bonsoir.